Bonjour tout le monde, Yorana. Je suis Semih Alwardi, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de la Polynésie française et aussi accessoirement directeur du département de droit, d'économie et de gestion. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la parité en Polynésie française, mais je commencerai d'abord par vous dire, pour que vous compreniez le cadre légal de la parité ici en Polynésie française, c'est que la Polynésie française est une collectivité d'outre-mer et en ce sens-là, soumis à ce qu'on appelle en droit la spécialité législative, et nous avons en plus l'autonomie. Et pourquoi est-ce important? Parce que la spécialité législative signifie que les lois de la République française ne sont pas applicables en Polynésie française, en dehors des lois de souveraineté. C'est-à-dire qu'une loi votée à Paris, pour être applicable en Polynésie française, doit comporter une mention expresse d'applicabilité à la Polynésie française. Or, il est évident que le Parlement à Paris ne pense pas toujours, et puis il y a d'autres raisons juridiques, le Parlement de Paris ne vote pas justement, ne met pas cette mention particulière d'applicabilité, et donc la très grande majeure partie des lois de la République ne s'appliquent pas en Polynésie française. Ce qui donne, si on compte le fait que les lois de la République ne s'appliquent pas, et qu'en plus on bénéficie d'une autonomie, eh bien, c'est deux outils qui vont permettre à la Polynésie française, finalement, de mettre en place ses propres normes. Mais il y a un mais. C'est-à-dire que les lois dites de souveraineté sont applicables de plein droit. C'est-à-dire les lois constitutionnelles, tout ce qui est relatif à la Constitution, les règles relatives aux juridictions nationales, au statut des personnes, à l'état des personnes, etc., etc. Ce qui veut dire clairement que la parité homme-femme, qui a été votée en métropole, eh bien, s'impose de fait en Polynésie française. Alors que, je vous répète, toutes les lois ne sont pas applicables, celle-là, elle est applicable de fait, et donc indiscutable, bien entendu. Alors, c'est ce que les chercheuses Laure Bérény et Anne Révillard appellent ce qu'elle appelle le féminisme d'État en France, finalement dépasse le seul cadre métropolitain et commande en Outre-mer et dans tout l'Outre-mer, puisque ça concerne aussi la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, un progrès dont les peuples n'ont pas toujours été à la source. Et donc c'est ce que nous allons voir, les difficultés qu'il y a eu pour appliquer la parité en Polynésie française. On avait ici, selon Christine Langevin, dans les années 74-80, ne faisait de la politique que les épouses, les sœurs des Tavanas ou autres élus locaux qui s'impliquaient dans la campagne électorale. Les Tavanas sont les maires. Et donc, on ne voyait apparemment les femmes qu'à ce moment-là, dans les années 60-70, il n'y avait pas véritablement de femmes politiques, les hommes gardaient jalousement leur pouvoir. Et donc les choses ne se font pas facilement, et quand bien même on met en place la parité, vous avez ce type de remarque d'Oscar Temaru, le leader indépendantiste, en 2011, il dit la politique, ce n'est pas l'affaire des femmes, quoi. Voilà, alors ça résume la pensée que l'on peut trouver. Si c'est Oscar Temaru, le leader indépendantiste, qui le dit, je vous rassure, c'est très partagé, évidemment. Alors, avant de vous parler donc, de la Polynésie française, je vais d'abord vous faire un petit éclairage sur la parité pour vous montrer que juste les difficultés, et c'est ce qu'on appelle le féminisme d'État, c'est-à-dire que même en métropole, ça n'a pas été évident d'appliquer la parité, et encore, quand on voit aujourd'hui les résultats, on est encore loin du compte. Il reste que par rapport au reste de l'Océanie, c'est ma deuxième partie, nous faisons évidemment un très bon score dans la parité.
Et puis vous allez voir comment on a mis en place, comment il a fallu transformer les choses en Polynésie française pour que ce soit socialement acceptable. Alors d'abord la parité. Vous savez qu'on a voulu imposer la parité en 1982, ce qui est déjà très tard, en métropole, en essayant de bloquer 25% des places dans les conseils municipaux aux femmes. Et le Conseil constitutionnel a simplement annulé cette loi le 18 novembre 1982. Donc on a compris, pour que ce soit applicable, on n'a pas le choix, il faut mettre la parité dans la Constitution pour que, dans la hiérarchie des normes, cela s'impose. C'est la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 qui dit clairement « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions législatives. » Et dans une loi constitutionnelle, quand je dis loi constitutionnelle, c'est-à-dire en fait une révision constitutionnelle, dans la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, on a rajouté aussi ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales, dans l'espoir de dépasser le seul cadre politique. Une fois constitutionnalisée, on a pris une loi, la loi du 6 juin 2000, intitulée « Loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives ». Il s'agissait là, donc, pour les scrutins de liste uniquement, bah oui, c'est ça le problème, le scrutin de liste, c'est-à-dire quand aux élections on présente toute une liste, chaque parti présente toute une liste, où on a exigé qu'il y ait un candidat de chaque sexe qui se succède. C'est ce qu'on a appelé la liste Shabada. Shabada Bada, c'est le film Un homme, une femme de Claude Lelouch en 1966. Alors, bien entendu, les parlementaires sont allés devant le Conseil constitutionnel pour demander l'annulation. Évidemment, le Conseil constitutionnel n'a pas suivi, vous pouvez imaginer, puisque maintenant c'était dans la Constitution. Alors, vous avez, après, toute une série de lois qui sont passées. Loi du 11 avril 2003, alternance stricte femmes-hommes dans les listes régionales, dans les listes européennes, loi du 31 janvier 2007, on passe la parité dans les exécutifs régionaux pour les 3500 habitants et plus. Là, je viens de vous dire la Constitution. Loi du 27 janvier 2011. Là, on essaie évidemment d'imposer cela auprès des entreprises, évidemment. Et puis après, loi du 12 mars 2012. Vous verrez tout ça, je crois que ce sera distribué avec des quotas. Il y a eu, dernière loi, loi du 22 juillet 2013. Et normalement, on va avoir une autre loi qui sortira l'année prochaine. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? Ben, concrètement, en 2012, malgré toutes ces lois, le président de la République a toujours été un homme en France, le Premier ministre aussi. Il n'y a eu qu'une seule femme Premier ministre, Édith Cresson, la malheureuse, qui a été, on ne peut pas dire, facilitée dans sa tâche. On a toujours 90% des maires, 73% des députés qui sont toujours des hommes. La France est 36e dans la place justement des femmes, entre l'Afghanistan et la Tunisie, ce qui est quand même pas mal. Bon. Au niveau parlementaire, on a 39% de députés. Alors, c'est pas mal, parce que là, on a 39% contre 26,9% la précédente législature. Toujours 31% de sénateurs. Bon, vous voyez que on n'est pas tout à fait encore dans les clous. Je vais pas continuer. Alors là, vous avez ce tableau, vous allez le voir. Conseils régionaux, 17% de femmes. Conseils départementaux, 29,9%. Conseils municipaux, 16% de maires. Conseillers, là, vous avez 40%. Conseillers dans les conseils, alors là, 47%, 50% que vous voyez en bas, ça, c'est parce que la parité s'applique et que c'est des scrutins de liste. Donc là-dessus, évidemment, on est dans les clous. Alors, et puis il y a le législatif aussi, qui pose des problèmes, parce qu'on ne peut pas obliger à la parité, on met simplement des pénalités.
Eh bien, figurez-vous que les partis politiques préfèrent payer des pénalités. Alors, je vous donne l'exemple que pour la dernière législature, 2007-2012, l'UMP, devenu les Républicains, s'est vu retirer de son financement public tout simplement 4 millions d'euros par an. 4 millions d'euros par an, ce qui est très énorme, et le Parti Socialiste, 500 000 euros. En Océanie, alors, je vais aller très rapidement sur l'Océanie, ça c'est les chiffres de 2006. Vous avez les deux tableaux qui m'ont été donnés par mon ami John Frankel. Vous voyez que les meilleurs scores, eh bien évidemment, c'est Calédonie, Polynésie française, tout à fait en haut, 44%, 42%. Après, Wallis et Futuna, 15%. Wallis et Futuna, je dis juste une parenthèse. Wallis et Futuna, ils ont triché. Parce qu'ils ont la loi de la parité qui est applicable. Alors, comme il y a un certain nombre de places, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont tout simplement fait autant de listes. Donc, les premiers de liste sont des hommes, deuxièmes de liste sont des femmes. Et bon, ils se sont débrouillés dans une relation, on va dire, plus ou moins affective ou clientéliste, à ne faire élire que les hommes. Bon, malheureusement pour ces hommes, il y a eu quand même 2 décès et une démission. Ça fait qu'il y a eu quand même 3 femmes qui sont montées de force. Et c'est pour ça que le score est assez bas. Mais vous pouvez voir que pour les autres parlements dans le Pacifique, les scores restent extrêmement bas. Ça, c'est le chiffre de 2010. Vous voyez, French Polynésie, 52. Nouvelle-Calédonie, 42. Nous sommes passés devant les Calédoniens. Grande fête, évidemment. Voilà. Maintenant, alors, je vais vous expliquer juste une chose. Je vais revenir dessus. Pourquoi on arrive à ces scores-là, par exemple en Polynésie française? C'est qu'en fait, on est presque à 50-50 après les élections. Mais juste après les élections, on forme le gouvernement. Et ce sont les hommes qui viennent au gouvernement. Donc forcément, il y a plus de femmes à l'Assemblée. En Polynésie française, la parité... Alors, on avait les premières femmes politiques. La première femme politique, c'est Céline Opa, qui a été élue dans une élection partielle le 8 octobre 61. En fait, elle remplaçait son mari qui venait de mourir. Donc c'était à peu près la voie, on va dire, plus ou moins normale. Puis on a eu, en 62, elle a été réélue, et puis avec une femme qui s'appelle Rose Raoult, chefesse d'Arouet. En 72, pas de femme. Puis on aura en 75, le secrétaire d'État, le ministre de l'Outre-mer qui débarque ici pour parler de l'autonomie. Et les femmes décident à ce moment-là de créer une association qui s'appelle Tuterai Nui pour discuter politique avec le ministre et la place des femmes, alors qu'on était très loin de la parité, c'est déjà extraordinaire. Bien, alors il a fallu attendre l'obligation de la parité et qui s'impose ici pour les élections territoriales et municipales de 2001. Et là, on se retrouve avec un parti politique qui était extrêmement puissant à l'époque, qui était le Tauera Uratira de Gaston Floss. Et Gaston Floss réalise qu'il y a là une opportunité extraordinaire, laquelle il va déboulonner tous les grands éléphants de son parti qui le gênaient pour mettre en place des jeunes femmes qui lui devront tout. C'est un geste politique pour mieux maîtriser son parti politique. Donc il va aller tête baissée, de toute façon il n'a pas le choix, mais il va aller de bon cœur parce qu'il sait très bien que c'était le moyen d'affaiblir les grands éléphants de son parti. Il va créer le Tehine Minority, une association, ce qui veut dire femme du millénaire, qui s'adresse à l'ensemble de la population, crée un journal, le journal de la parité, et met à la tête Béatrice Vernaudon. Pourquoi Béatrice Vernaudon? Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, elle est la nièce de 2 monseigneurs, les 2 monseigneurs Copenrath de Polynésie française, ce qui donne quand même un statut particulier à Béatrice Vernaudon quand elle se présente comme Vernaudon Copenrath partout en Polynésie, ça a son poids, et aussi parce qu'elle est très active dans le milieu associatif. Et en fait, on va faire appel au milieu associatif et on va tourner à travers toute la Polynésie, faire appel à différentes associations
justement pour s'adresser à ces femmes. Et s'adresser à ces femmes pour deux raisons. Il y avait tout simplement expliquer la parité aux hommes et aux femmes, mais surtout dire aux femmes, vous devez rentrer en politique, vous devez aller dans les listes électorales, parce qu'il n'y avait pas, évidemment, de femmes prêtes à aller en politique en Polynésie. Il fallait les convaincre. Il n'y a pas que le fait qu'on dit aux hommes, vous n'avez pas le choix, vous devez laisser vos places. Il fallait aussi convaincre les femmes qu'il fallait aller en politique. Alors, on a eu ici des réactions, évidemment, classiques. Les hommes qui disaient dans ces réunions, me raconte Béatrice Vernodon, dans les réunions politiques, les femmes préparent les couronnes, les gâteaux et faisaient l'accueil. Qui va faire l'accueil? Qui va faire les gâteaux? Voilà. Évidemment, vous avez ce genre de réaction. Et les femmes, de leur côté, demandaient clairement quel était leur intérêt, pourquoi changer de rôle, sommes-nous obligés? Il fallait donc aller, ils sont allés partout, dans les Tuamotu, aux Marquises, aux Australes. Alors, le Mateata Mamatoaya Utapu, qui était la numéro 2 de cette association Tehine Minority, explique clairement que pour calmer les hommes politiques, on proposait prioritairement des places à leurs femmes. Donc la femme des maires, la femme des conseillers municipaux. On passait par ce biais-là pour faire passer, évidemment, un peu plus la pilule. Alors, et puis, il y a un autre problème qui vient se greffer quand même là-dessus, et c'était l'argument des hommes. Argument, je vous dis tout de suite, qui n'est pas purement polynésien, puisqu'il est défendu en métropole de la même façon, c'était le rapport affectif. On élit des tavanas parce qu'il y a un rapport affectif qui s'est lié entre la population et ces tavanas. Je vous donne par exemple ce premier tour des élections territoriales de 2018. Vous voyez tous ces hommes, enfin la plupart sont des hommes, pas tous, mais la plupart sont des hommes. Ils sont tous maires depuis un moment, ils arrivent tous au premier rang. Évidemment, c'est pour cela que le Tapura a gagné les élections, c'est parce que le Tapura a placé 19 maires sur sa liste, et qui fait campagne, ce sont les maires. Qui est dans ce rapport affectif, ce sont les maires. Qui est dans le rapport clientéliste, ce sont les maires. Voilà. Donc c'était aussi leur argument. Alors, Béatrice Vernodon me dit que, de toute façon, elle avait deux façons de faire passer enfin la loi sur la parité. C'était que Gaston Floss gérait les obstacles, comme elle dit, c'est-à-dire que s'il fallait payer un peu à droite à gauche, elle le faisait. Et puis surtout, elle disait clairement, comme on le fait dans les messes ou dans les cultes, elle terminait en se disant, de toute façon, c'est la loi. Et elle me dit, c'était la façon de le dire, eh bien si c'est la loi, il y avait une attitude quasi religieuse, on laissait passer. Je vais arriver tout de suite au résultat. Ah oui, un petit truc. Donc il y a eu une loi qui a dit que la parité, elle descend sur les communes de moins de 1000 habitants. 2 minutes. Et alors ça, c'est les élections territoriales. Juste pour vous montrer, comme il y a la parité, normalement c'est la section 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça veut dire quoi? Ici, il y a 13, le dernier est un homme, la première doit être une femme. Le dernier est une femme, l'autre doit être... Vous comprenez? Ça a fait un tel scandale que Paris a accepté de changer les règles. Et comment? Eh bien, on a le droit de présenter les sections dans l'ordre qu'on veut. Si on veut que ce soit un homme dans cette section-là, on se débrouille pour le placer après une section où c'est une femme qui termine. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été accepté en métropole, mais on l'accepte ici. On a quand même cédé là-dessus. Alors, vite, les résultats. Élection territoriale, avant 2001, 5 femmes sur 41. Après 2001, donc 22, puis 25. Alors, 22 puis 25, je vous ai dit, parce que les hommes montent au gouvernement.
2004, 27 sur 57. 2008, 27, puis 30, ça, encore une fois, sont les femmes. 31, 29. It's finished, so, donc voilà une diapo. Voilà là, les élections territoriales. Donc vous voyez, on est à un score qui est tout à fait honorable, avec 4 ministres du territoire. Il y a simplement un maire en moins, et c'est là où on voit la différence. Les maires, 19%, aujourd'hui, 21% avant, 19%, ce qui veut dire que là, évidemment, on n'a pas encore résolu ce problème de la parité, puisque ce n'est pas ici, l'élection du maire ne se fait pas sur une liste électorale. Je vous remercie.